de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La Toussaint, la fête de tous les saints, célébrée ce 1er novembre. Les cimetières de la capitale ont été pris d'assaut par les fidèles. À Saint-Lazare de Béthanie, nos reporters se sont entretenus avec des membres de la famille Mendy. Anna Mendy a perdu son fils il y a 20 ans. La Toussaint, une occasion pour elle de se remémorer les bons moments passés avec lui. L'insécurité dans les cimetières, un sujet remis au goût du jour avec l'exhumation du corps d'un présumé homosexuel et qui pousse l'opinion à s'interroger sur la gestion de ces lieux de repos. Pour Amadou Sen-Nyan, expert en décentralisation, la sécurité et la gestion des cimetières incombent aux collectivités territoriales. La Sénat appelée à prendre ses responsabilités pour réhabiliter Ousmane Sonko dans ses droits. Selon l'expert électoral Waldio Ndiaye, la Sénat peut user du pouvoir de substitution que lui confère la loi pour satisfaire à la requête de l'opposant. Vous l'entendrez dans ce journal. CAF Awards, le Sénégal en lice dans 5 catégories, dont le titre de meilleure sélection de l'année. Les CAF Awards se déroulent le 11 décembre prochain et ce sera à Marrakech, au royaume chérifien. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. La Toussaint, une fête catholique célébrée les 1er novembre au cours de laquelle les fidèles se recueillent sur les tombes de leurs proches. Nos reporters se sont entretenus avec la famille Mendy qui chaque année depuis 20 ans vient prier sur la tombe de leur défunt fils. Selon la mère de famille Anna Mendy qui aime se rappeler les bons moments passés avec lui, les morts ont une place dans nos vies. Le reportage est signé à Buffay. Ce matin, sous le soleil ardent, elle et ses filles ont effectué le déplacement au cimetière Saint-Lazare. La Toussaint oblige. Une fête catholique célébrée chaque année le 1er novembre par les chrétiens du monde entier. Anna Mendy a perdu son aîné en 2004. 150. Le paquet 1500. 1500. Bien 150. Maman, maman abonné. 500. 500 dafa cher. Benn kii bi. Ah? Kon de fale moo ko na kii. Moo ko na moins cher faye si ku ñuy robe noonu. Après avoir effectué ses achats de bougies et de fleurs, elle passe à l'étape de recueillement. Ce n'est pas seulement les 1er novembre que je viens au cimetière. Je viens me recueillir sur la tombe de mon fils à chaque fois que le besoin se fait sentir. Ce jour leur est dédié, donc je suis obligé de venir prier pour lui apporter aussi des fleurs qu'il aimait le plus et des bougies pour éclairer sa tombe. Les morts ont une place dans notre vie, dit Anna, qui n'oubliera jamais les moments vécus avec son défunt fils qu'elle pleure depuis presque 20 ans. Nous sommes venus en mission sur terre et chacun goûtera à la mort. Nous prenons soin de nos morts et nous les rendons hommage à chaque fois. Il faut les respecter. À cette occasion, la maman Anna invite les parents à entretenir les tombes. Pour elle, il s'agit d'un geste de respect et d'hommage aux personnes décédées. Cela permet également de veiller à son bon état de propreté et de la conserver plus durablement. Et l'exhumation du corps d'un défunt à Kaolack, prétexte saisi par la rédaction pour s'intéresser à la sécurité au niveau des cimetières. À Saint-Louis, par exemple, le cimetière catholique et musulman sont gardés le jour, mais la nuit, les lieux sont presque déserts. Le maire diffère avec les moyens du bord pour assurer la sécurité dans ces lieux de repos éternels. Le point, c'est avec Ousseinou Diop et Habib Sek. Marmial, le comité de gestion veille sur la sécurité des cimetières musulmans. Ici, le lieu est gardé matin et soir. La mairie a recruté en son nom, et il le paye régulièrement, un fossoyeur, un gardien de nuit et un gardien de jour. On enregistre chaque jour tous les permis d'inhumation. Personne ne rentre ici avec un corps sans pour autant délivrer d'abord un permis d'inhumation. À 15 mètres des cimetières musulmans de Saint-Louis, on trouve les cimetières catholiques. Les jeunes s'activent pour préparer la fête de la Toussaint. Pour les fidèles catholiques trouvés sur place,
la sécurité n'est pas au rendez-vous dans ces cimetières. Parce qu'ils sont délabrés, quoi. Les portails sont délabrés. Si on pouvait nous refaire les portails, aussi, ça serait vraiment une bonne chose. C'est mal le cas. Alors, et vraiment, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'anciens, de hauts fonctionnaires. À la mairie de Saint-Louis, on veille surtout sur la bonne gestion des différents cimetières de la ville. La commune a recruté des jeunes pour assurer la quiétude des morts. À Marmial, au moins, nous avons déjà 2 agents pour surveiller les cimetières. Mais pour ce qui est de Tchakanyay, c'est très compliqué car ces cimetières sont très proches de la mer. Et vous savez que c'est très difficile de construire dans ces endroits comme ça. Néanmoins, nous travaillons sur un projet et nous envisageons de mettre des grillages au niveau des cimetières de Gendar. Pour les populations, le cas de Kaolack doit servir de leçon aux autorités pour une bonne sécurisation de tous les cimetières. Bien sûr, on veut des gardiens pour la nuit. Et puis des gardiens qui sont de Darou et de Médine. On a vu ce qui s'est passé à Kaolack. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour un pays. Dans certains cimetières de la ville, la sécurité est au rendez-vous le jour. Par contre, la nuit, tel n'est pas le cas. Les fidèles musulmans et chrétiens que nous avons rencontrés demandent aux autorités de renforcer la surveillance dans ces lieux où reposent des êtres très chers. Et nous restons avec ce sujet sur la sécurité et la gestion des cimetières. L'expert en décentralisation Amadou Sennian estime que les collectivités territoriales ne sont pas exemptes de reproches. Selon lui, la création, la désaffectation et l'agrandissement de ces lieux incombent aux communes, comme le stipule le Code des collectivités locales. Nous l'écoutons. Général des collectivités territoriales, au niveau de l'article 81, il est dit de façon claire que la création, la désaffectation et l'agrandissement des cimetières font partie des compétences générales de la commune. Mieux, au niveau de l'article 202, on dit que la clôture, l'entretien et la translation des cimetières est une dépense obligatoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aucun budget ne peut être approuvé par le représentant de l'État si cette ligne de crédit liée au cimetière n'est pas suffisamment créditée. Et je crois que nous constatons avec désarroi que la gestion des cimetières au Sénégal, en milieu urbain surtout, pose problème. D'abord, il n'y a pas suffisamment de cimetières. Pour tous les cultes, qu'on soit musulmans ou chrétiens, il n'y en a pas assez. Un autre problème se pose, c'est la gestion. On ne peut pas comprendre au regard de l'importance de cette problématique qu'on confie cette gestion à une vieille personne, à une personne qui ne travaille pas, qui n'est pas souvent payée, qui n'est pas souvent formée. Donc il est important de noter que les cimetières concentrent un certain nombre de métiers liés au cimetière, de l'aménagiste jusqu'à l'agent de cimetière, jusqu'au fossoyeur. Toutes ces personnes-là sont à recruter, sont à former, sont à motiver justement pour assurer une gestion réelle. À la une de l'actualité politique, la polémique autour de la remise des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko qui fait réagir des spécialistes de la question électorale. Parmi ces derniers, Waldiodio Ndiaye, il appelle la Sénat à user du pouvoir de substitution que lui confère la loi pour satisfaire à la demande de l'opposant. Waldiodio Ndiaye dénonce par ailleurs le dilatoire de la Direction générale des élections qui, selon lui, refuse de se plier à une décision de justice formulée par un tribunal de grande instance. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Chérif Tia. Là, il y a eu cette saisine des avocats, toujours du plaignant, à l'endroit de la Sénat, qui a fait une injonction assez courtoise en direction de la DGE pour lui demander de remettre les fiches de parrainage. À cela, on a assisté à ce communiqué malheureux, qui malheureusement ne respecte pas les dispositions légales. La Sénat doit prendre encore ses responsabilités. Parce que conformément au code électoral, à la loi électorale, si un des organes en charge d'organiser les élections s'avère être carent, la Sénat a un pouvoir de substitution à cet organe-là. Ce qui veut dire, si on pousse la réflexion plus loin,
Au-delà de l'injonction, il faudrait envisager que la Sénat met à la disposition du candidat Sonko les fiches de parrainage. Parce que la Sénat a un pouvoir de substitution dans les opérations électorales si un organe est carent. L'ADG, par exemple, est carente dans la matérialisation de ces actions-là. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il faut qu'on se fixe quand même une ligne rouge dans ce processus électoral-là. Nonobstant les considérations subjectives. On peut être des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des Sénégalais. Et je pense que c'est l'intérêt du pays qu'on doit mettre devant par rapport à toute action que nous devons prendre. Visite du Premier ministre à Mbour. Amadou Ba a inauguré le château d'eau de Fandène, estimé à 55 millions de francs CFA. L'infrastructure a été installée pour un meilleur approvisionnement en eau au bénéfice des populations environnantes et notamment celle de Malicounda. Une cérémonie qui s'est tenue en présence de toutes les autorités du département. Compte rendu signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Une forte mobilisation a accueilli le Premier ministre Amadou Ba à Fandène, dans la commune de Malicounda, pour l'inauguration du château d'eau qui va desservir beaucoup de localités en eau potable. Le Premier ministre parle des privilèges du département de Mbour. L'eau, c'est la vie. Et le gouvernement a entrepris un vaste programme d'hydraulique urbaine et rurale. Le département de Mbour a bénéficié d'un investissement de 89 milliards sur la période 2012-2023, dont 2 milliards pour l'hydraulique rurale et 87 milliards pour l'hydraulique urbaine. Un investissement de plusieurs millions de francs CFA qui va soulager les populations de Malicounda. Également l'extension du réseau. D'abord, la construction du forage et l'équipement nous a coûté 35 millions de francs CFA. Ce montant a été entièrement supporté par le budget municipal. À ce château d'eau et à son équipement est venu s'ajouter le redimensionnement du réseau d'adduction d'eau pour un montant total de 55 millions de francs CFA. Ce deuxième investissement a été cofinancé par la commune et la société Aquatec. L'objectif de l'État dans la région de Thiès est d'améliorer l'alimentation en eau d'ici décembre prochain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation en eau, je parle de la production et de la distribution, l'alimentation en eau s'est considérablement améliorée ici à Mbour. Il en sera de même dans toute la région de Thiès au plus tard au mois de décembre. Maguette Sen a saisi l'occasion pour demander à ses militants de soutenir davantage le candidat Amadou Ba, un appel bien reçu. Et parlant d'approvisionnement en eau, sachez que l'alimentation en eau est revenue à la normale sur l'île de Gorée. La finalisation de la réparation de la conduite rouge a permis d'avoir un débit à l'arrivée de 16 mètres cubes heure pour un débit au départ de Dakar de 20 mètres cubes heure. Les opérations préparatoires de réparation de la conduite bleue sont terminées. Les travaux en mer débuteront dès que les conditions météo seront favorables et le retour des élèves de l'école Mariama Ba est confirmé pour demain 2 novembre. Mbacké, désormais le département le plus peuplé du Sénégal, d'après le recensement national effectué par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Sa forte densité, plus de 1 359 000 habitants, s'explique par le redécoupage de la région de Dakar et l'érection de Keur Massar en département. Autres enseignements tirés de ce recensement national, la population sénégalaise est majoritairement jeune et l'amélioration des politiques économiques est devenue une urgence. Faisons le point avec Cheikh Diop. bokk na ci leen lu ñu xaarul woon fii ci Sénégal ginnaaw itam aw xayma boo xamante ni nag def nañu ko ci limuk doomi aadama yi nga xam ñoom ñooy yeewoo. Marqué les Sénégalais après la publication des premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat. Mbacké devient désormais le département le plus peuplé au Sénégal d'après la NSD. C'est parce que d'abord, il compte Touba en son sein, qui est donc une ville qui a une très forte croissance, mais c'est aussi parce que le département de Pikine
qui a toujours été le département le plus peuplé, a été déclassé par le nouveau découpage qui a donné la départementalisation de Keur Massar. Ça aussi, c'est une explication secondaire. Avec 1 359 757 habitants, le gouvernement doit multiplier les efforts pour le développement de cette localité. C'est un événement démographique important qui montre également la nécessité pour l'État et les politiques publiques de beaucoup plus prendre en considération la ville de Touba, le département de Touba, en termes d'investissement, en termes de prise en charge des questions d'éducation, des questions de santé et aussi des activités économiques. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, dans son rapport, fait état d'une population très jeune, dont la moitié est âgée de moins de 19 ans, d'où l'importance d'une politique économique adéquate. Aujourd'hui, la population active, on peut dire, c'est à peu près plus de 9 millions de Sénégalais. Ceux qui sont réunis dans le système salarial, que ce soit privé comme public, avoisinent les 400 000 Sénégalais. Donc il reste 9 600 Sénégalais qui sont dans le milieu de l'informel. Et ces milieux de l'informel même pluralise à peu près 90% des emplois si on retire carrément l'agriculture qui pluralise à peu près 30%. Donc il y a 60% qui sont typiquement dans le secteur informel. Et eux, ils ont besoin d'un accompagnement, tant bien dans le volet formation, tant bien au niveau de l'accès au financement et aux ressources productives. C'est bon pour les décideurs publics de pouvoir orienter les ressources vers les secteurs porteurs, par exemple comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, et aussi de booster les PME à mettre en place des fonds souverains qui vont les accompagner, d'où la nécessité dont j'ai dit tout à l'heure de mettre en place une banque souveraine qui va accompagner les PME et les PMI. Pour rappel, le Sénégal compte en 2023 18 32 473 habitants, dont 49,4% de femmes et 50,6% d'hommes. À Thiès, un sérieux risque d'affrontement entre éleveurs et promoteurs dans la forêt classée, et pour cause, une partie de cette forêt a été déclassée et des centaines d'hectares attribués à des promoteurs privés au préjudice des agropasteurs. Ces derniers ont justement tenu un sit-in pour tirer la sonnette d'alarme, et c'était en présence de nos reporters à Thiès, Charanta Diop et Seylatia. Éleveurs, agriculteurs venus des communes de Kermousse, Fandène, Notto Diobass et Pout pour dénoncer l'accaparement des terres qui constituaient leur zone de pâturage dans la forêt classée de Thiès. Le collectif crie son désespoir par rapport au déclassement de la forêt classée qui a engendré des conséquences néfastes pour le secteur. À titre d'exemple, on peut citer le projet agroforestier qui s'étend sur 331 hectares. Attribué à une seule personne, à des privés, je dirais, au détriment des centaines de pères de famille qui n'ont que l'élevage pour survivre. Il y a aussi la ZAC de Kermousse qui est érigée dans notre zone de pâturage, qui s'étend sur 299 hectares, vous imaginez. Il y a aussi le projet des 100 000 logements sur 440 hectares. Et on laisse en rade tous ces pères de famille qui n'ont que l'élevage, encore une fois, pour survivre. Ces impactés disent n'avoir jamais été associés ni impliqués dans les prises de décision. Les éleveurs réclament la justice, réclament aussi la conservation des zones de pâturage. Il est temps d'impliquer les éleveurs aux prises de décision. Un seul individu, vous venez vous l'attribuer 331 hectares. Les autorités locales ne respectent pas les éleveurs. Ils rencontrent les autorités et ils leur disent que dans la forêt, il n'y a rien. Ces éleveurs demandent l'arbitrage du président Macky Sall et disent être prêts à y laisser la vie. La seule solution qui prévoit à l'instant, c'est de venir à la base, ouvrir des concertations larges avec tous les acteurs. Ces contestataires interpellent les autorités compétentes sur la situation. Allez, on continue toujours dans l'environnement. Pour la préservation et une meilleure gestion des aires marines protégées, l'Union internationale pour la conservation de la nature vient de mettre en place une nouvelle plateforme. Son objectif, faire chaque année un monitoring de la quantité mais aussi de l'évolution des aires marines protégées dans le but d'encadrer les prises de décision nécessaires à une bonne conservation de la nature. Le compte-rendu de la présentation de cette plateforme avec Dissa Prera. Mais au Sénégal, on peut mesurer la comptabilité du capital naturel, ses avancées, ses régressions, mais aussi ses agressions. Aujourd'hui, pouvoir mesurer concrètement la valeur économique de cette nature
permet au niveau local, mais aussi au niveau national, d'aider à la décision pour les politiques environnementales, mais également pour les gestionnaires, en particulier au sein des aires protégées, pour orienter les priorités d'action pour la conservation de cette nature. À un moment où les pertes de biodiversité atteignent des niveaux alarmants. Un outil moderne dans la gestion et le management, mais aussi dans la conservation de la nature. Cette plateforme semi-automatisée de comptabilité écosystémique du capital naturel se veut aussi un bon outil d'aide à la prise de décision. Le deuxième est de pouvoir mesurer l'impact, mesurer le succès des actions qui sont mises en œuvre pour apporter soit des éléments correctifs, soit pousser sur les outils qui sont mis en œuvre sur le terrain pour la conservation de la nature. Un instrument qui vient à un moment opportun pour les conservateurs d'aires marines protégées. Le 6-4 Inca peut améliorer la gestion de notre écosystème. Avec l'exploitation prochaine de son pétrole et de son gaz, le Sénégal appelé à se prémunir pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Des spécialistes de l'environnement préconisent un monitoring environnemental et en plus d'une réorganisation du cadre juridique et la mise en place de systèmes d'information plus fiables. Ces propositions ont été formulées lors d'un panel initié par l'Institut de la gouvernance des ressources naturelles. Les détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Débat public sur les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier sénégalais. Les experts appellent le Sénégal à la vigilance pour préserver l'environnement. Je pense que pour accompagner l'exploitation du pétrole et du gaz, il faudra les surveiller. Les surveiller d'autant plus que les réceptacles qui vont recevoir ces déchets, c'est l'air, c'est la mer. Si c'est la mer, vous allez tuer la pêcherie avec 500 milliards qui vont disparaître, des pêcheurs qui vont perdre leur emploi. Si c'est l'air, vous allez amener des maladies opportunistes, notamment des cancers, des problèmes asthmatiques, etc. Donc il est nécessaire aujourd'hui qu'il faut surveiller notre environnement. Et surveiller notre environnement, ce n'est pas d'attendre que l'exploitation commence. Il faut le débuter dès à présent. Au niveau des textes également, tout un travail à faire selon ces panélistes. Le renforcement du cadre réglementaire est extrêmement important pour soutenir la transparence dans le reporting des émissions. Aujourd'hui, la norme ITIE encourage la divulgation et le reporting de ces émissions. Donc le cadre réglementaire peut vraiment soutenir cela. Donc les développements sont en cours. Une loi a déjà été votée avec le code de l'environnement. Des décrets d'application suivront. Ce sera l'opportunité vraiment de pouvoir le renforcer. Après ces discussions, la réflexion va se poursuivre pour formuler d'autres recommandations pour le Sénégal. Et puis de l'environnement, nous passons à l'éducation. Si vous préparez le baccalauréat cette année, eh bien cette information pourrait vous intéresser. Il s'agit du lancement d'une plateforme pour accompagner les candidats à la réussite. Alors le nom de cette plateforme, le Dynamic Learning Bac, à l'origine de la trouvaille, une compatriote, Amirose Konaté, qui estime qu'il est temps pour le Sénégal de miser davantage sur le savoir, à l'instar des pays asiatiques, pour élever son niveau de développement. Je vous propose de l'écouter. Elle s'exprime au micro de Fatou Bintou Konté et Pape Sangone Mbaya. Learning Bac a été créé pour accompagner les candidats au bac à la réussite. Et accompagner les candidats à la réussite, ça veut dire les prendre les premiers jours de l'année scolaire et y aller pas à pas jusqu'au jour de l'examen pour les emmener à la réussite. Derrière, le bac est un enjeu c'est un enjeu pour tout le monde. Quand on a le bac, on a une clé pour l'avenir, que ce soit pour les études, que ce soit même pour faire autre chose, et même pour partager le savoir, on va vous demander le bac. Aujourd'hui, quand on voit, quand on se compare à la Chine a une économie dynamique, ils ont 1 million de Chinois en train d'étudier dehors. Lorsque nous, au Sénégal, on aura aussi atteint un certain niveau de Sénégalais à l'extérieur qui étudient et qui reviennent partager ce savoir avec les Sénégalais, nous serons un pays développé. Soyons cohérents.
Ils sont là pour les accompagner à la réussite. Eux doivent être bien pour accompagner leurs frères et sœurs à la réussite. Et ça, c'est essentiel. Ces centres Sénégal Service seront des lieux de rencontre et des lieux pour travailler, créer la communauté pour les candidats au bac. Et ça aussi, c'est essentiel dans l'accompagnement, savoir que nous sommes une communauté pour aller au bac et on réussit ensemble. Allez, la culture pour parler cette fois-ci du Dakar Festival Film Asiatique organisé par le Centre culturel russe Kalinka au Sénégal. 7 pays asiatiques ont participé à la première édition. 9 jours de projection au total qui vont permettre au public de découvrir de nouvelles facettes du cinéma russe, mais aussi asiatique. La cérémonie de clôture a été accompagnée d'une avant-première et exclusive du long métrage 20 ans après, réalisé par Moussa Touré. Le compte-rendu est signé Ibou Diouf et Lamine Diagne. Au-delà de la simple performance audiovisuelle, le Dakar Festival Film Asiatique est aussi un événement cinéphile qui permet la découverte de classiques ou de films russes rarement édités. Une initiative du Centre culturel russe Kalinka au Sénégal, 9 jours de projection et 7 pays asiatiques représentés. Nous sommes à la clôture de 9 jours très intéressants que nous avons organisés pour la première fois, à savoir le Festival des films asiatiques. Notre motif, notre motto en tant que centre culturel, c'est d'approcher la Russie à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal et vice-versa. Nous avons quelques ambassades d'Asie qui ont voulu participer et donc on s'est retrouvé avec 7 pays d'Asie qui ont amené leurs films ici, de un film comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la Corée du Nord, à 3 films, voire même 4 films comme le Kazakhstan. Des films venus de l'autre bout du monde, un voyage cinématographique, surtout pour les plus jeunes, 2 films nouveaux, une nouvelle manière de faire et des traditions culturelles d'autres pays. L'objectif, c'était de donner la possibilité au public sénégalais de voir des films qui ne viendraient jamais ici sinon, de découvrir d'autres cultures, d'autres contrées et d'avoir un aperçu de notre monde. Et c'est très important parce que quand on parle de pont et d'échange, il faut qu'on vienne chez toi et que tu découvres. Le film 20 ans après, réalisé par Moussa Touré, était en avant-première pour clôturer cette première édition du Dakar Festival Film Asiatique. Bon, c'est un bonheur toujours, même s'il y a 2 personnes qui viennent voir mon film, c'est un bonheur. Et je pense que c'est important parce que quand on parle de cinéma, c'est mondial. Et c'est cela, ça veut dire que ça c'est un festival de l'Asie. C'est une partie de l'Asie et c'est important. Et puis ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous sommes très proches culturellement de ces gens-là. C'est qu'on se rend compte quand on voit leurs films. Bon, beaucoup sont musulmans. Et en même temps aussi, c'est les gens qui se respectent, qui respectent quand même, qui respectent la famille, qui respectent les vieux. Le Dakar Festival Film Asiatique, 9 jours de projection et 7 pays asiatiques représentés, le public dakarois est bien servi. Rendez-vous est donc pris pour 2025 pour la 2e édition avec des films conçus et produits par des réalisateurs russes. L'actualité sportive à présent avec le lancement en lutte pour le titre de meilleure sélection de l'année possède également 11, le Sénégal plutôt, en lutte pour le titre de meilleure sélection de l'année possède également 11 joueurs en lice dans 4 différentes catégories des CAF Awards 2023 qui seront décernés le 11 décembre prochain. Ils sont d'ailleurs 4 dans la liste des nommés pour le meilleur titre de jeune joueur. Le récit est signé Chersadi Boudjara. Tenant de tous les trophées de la Confédération africaine de football chez les hommes, le Sénégal est bien représenté dans les nominations pour les CAF Awards de cette année. Pour le titre de meilleur joueur, ils sont 2 Sénégalais dans la liste des 30 nommés. En l'occurrence Sadio Mané et Pape Matar Sarr, 8e de finaliste du Mondial 2022. Par contre, dans la liste des 10 en concurrence pour le titre de meilleur jeune joueur, ils sont au nombre de 4, à savoir Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Pape Dembo Diop, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations U20, et de Amara Diouf, vainqueur de la Coupe d'Afrique U17. Pour la lutte pour le titre de meilleur gardien de but, 3 Sénégalais figurent dans la liste des 10 nommés. Edouard Mendy, Pape Mamoudou Sy, meilleur gardien de la CAN U20, et Landing Badji,
meilleur gardien du CHAN. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a conduit les Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, et son homologue chez les Lions Luko Pape Bouna Thiaw, vainqueur du CHAN, sont les deux Sénégalais dans la liste des 10 nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Le vainqueur final de chaque catégorie sortira des votes d'un panel composé de la commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs et capitaines, des sélections et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. Le Maroc et sa sélection, demi-finaliste au Mondial Qatar 2022, partent favoris dans 2 catégories. Celle du meilleur entraîneur avec le sélectionneur Walid Regragui et celle du meilleur gardien de but Yacine Bounou, également vainqueur de l'Europa League avec Séville. D'autant plus que la prestigieuse cérémonie annuelle de récompense aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc. Pour une meilleure préparation des championnats nationaux de football, le stade Babacar Gaye de Kaffrine a abrité une série de tests destinés aux arbitres. 33 arbitres se sont présentés à ces tests d'aptitude physique initiés par la commission régionale des arbitres et toutes les filles ont été admises à l'issue des tests, nous disent Ndayaobe et Mam Gorouilan. Tour 1. Ils étaient au nombre de 33. On a fait Mbour, Dakar, Saint-Louis, Louga, Tamba, Kolda. Et aujourd'hui, nous allons faire Kaffrine. Le week-end prochain, on ira à Fatick et à Diourbel pour évaluer les arbitres, faire leurs tests pour participer au championnat. Ils doivent faire 2 tests, des tests physiques de vitesse et des tests d'intervalle. Ceux qui vont passer vont faire le championnat. Les 3 dames qui en faisaient partie ont toutes réussi. Par contre, chez les hommes, 4 parmi eux sont recalés. Pour les tests d'intervalle, ils doivent faire les 75 mètres, courir 75 mètres et marcher 25 mètres. Et ils doivent faire courir 40 fois 75 mètres. Pour les hommes en 15 secondes maximum. Et pour les dames en 17 secondes. Et quand on arrive un peu tard, vous avez entendu des avertissements. Et quand on a un avertissement, 2e avertissement, c'est expulsion. On avait 3 dames, heureusement pour les dames on a 100%, mais pour les hommes on a je pense que 4 échecs sur 30 arbitres. Abdou Aziz Seck a saisi cette occasion pour encourager les jeunes arbitres à davantage redoubler d'efforts. Certainement au mois de janvier on aura un arbitre international, Inch'Allah, à Kaffrine, à Limou, le district, il ne doit pas courir, mais on les a invités pour voir qu'est-ce que c'est que le test, savoir en guise d'imprégnation, savoir le test. Et Inch'Allah se prépare d'ici l'année prochaine pour pouvoir courir et réussir le test. Et savoir que ici, c'est une école, les gens peuvent venir commencer ici et faire d'excellentes carrières au niveau de l'arbitrage. Pour être prétendant, il faut être un arbitre gradé fédéral ou de ligue et réussir la visite médicale ou d'aptitude. Il y a une ambulance médicalisée qui est là, il y a les sapeurs qui sont là, donc on prévoit tout. Festi Dakar, un moment pour faire germer l'esprit olympique auprès de la jeunesse sénégalaise. Le festival s'est ouvert, un événement sportif et culturel qui sert également de répétition en vue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026. L'événement tient beaucoup, l'événement est très important plutôt pour la mairie de Dakar. Le maire prend l'engagement de ne ménager d'ailleurs aucun effort pour la réussite sénégalaise sur le plan de l'organisation, mais aussi de la participation. Le compte-rendu est signé Chersad Boudjara. Festi Dakar, 2e édition du genre est lancée. Une sorte de répétition générale des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Un événement à réussir sur tous les plans par la capitale sénégalaise. Pour notre pays et sa jeunesse, ils seront pour ainsi dire une fierté nationale auquel toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais pourront participer en s'investissant dans l'organisation et tout simplement en assistant aux nombreuses compétitions et autres festivités. Notre double statut de ville olympique et de membre fondateur du comité d'organisation renforce cette obligation de résultat. Outre une fierté à défendre, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 vont offrir de nombreuses opportunités à ne pas manquer. J'ai engagé l'institution municipale, considérant qu'au-delà de l'élan populaire que cet événement susciterait, il constituerait également un formidable vecteur de développement et faire émerger de nouvelles compétences peu développées au Sénégal, et pourtant essentielles à l'épanouissement de la jeunesse. Je pense notamment
à l'ingénierie et à la maintenance des infrastructures sportives, à certaines spécialités de l'événementiel sportif, à la santé du sport ou encore au tourisme sportif. La deuxième édition de Festi Dakar, 4 jours de communion autour du sport et de la culture. 31 octobre 2023, 31 octobre 2026. Exactement 3 ans nous séparent des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Honneur pour la ville de Dakar, honneur pour le Sénégal, honneur pour l'Afrique. Donc un moment de communion privilégié entre les familles du sport, de la culture et la jeunesse. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 novembre, il s'agit de diffuser l'esprit olympique, comme les enfants l'ont chanté, à travers des initiations et compétitions sportives, des concerts et manifestations culturelles. Après cette cérémonie d'ouverture, Grand Médine a accueilli les premières joutes, puis c'est au tour de Diamniadio d'être hôte des événements durant 2 jours, alors que Ouakam va être la terre de clôture. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez à nouveau Abdoulaye Der pour la suite du Soir d'Info. Il reçoit tout de suite M. Abdoulaye Fall, directeur des ressources humaines à l'Institut Pasteur. Excellente suite des programmes en notre compagnie.